C'est pas du tout un phénomène nouveau, puisque déjà dans les années 2000, il y avait des travaux qui avaient été menés par José Luis Guasch à la Banque mondiale sur des contrats de concession en Amérique latine, et il montrait que, alors en moyenne 60%, mais c'est des taux qui pouvaient atteindre 90% selon les secteurs, donc entre 60 et 90% des contrats étaient renégociés au moins une fois. Alors là, j'utilise un exemple qui est celui de l'Amérique latine, mais on a des résultats assez similaires en France. Donc, il y a des travaux plus récents, dans les années 2010, qui ont été faits en France sur le secteur autoroutier ou sur le secteur du stationnement, qui montrent des taux de renégociation équivalents de 40 à 70%. Alors, ces renégociations, elles sont problématiques, puisque généralement, elles s'accompagnent de dépassements de coûts. C'est-à-dire qu'il y a un surcoût et le coût final de réalisation de l'infrastructure ou de fourniture du service dépasse les coûts qui étaient initialement prévus. Et ces renégociations, elles occasionnent aussi des retards. Donc il y a des délais supplémentaires pour que l'infrastructure soit fournie ou que le service soit fourni. Ces renégociations très fréquentes et les conséquences néfastes qu'elles peuvent avoir expliquent aussi la raison, enfin ça explique le fait que les contrats de délégation de service public est souvent mauvaise presse. Donc il y a eu des exemples dans l'actualité des années 2010 avec tout ce qui a été dit autour des contrats autoroutiers qui avaient été mal négociés au début et qu'il a fallu renégocier. Et également on peut penser à l'exemple assez topique maintenant de l'hôpital sud-francilien, où effectivement il y a eu beaucoup de temps et d'argent perdu avec de très nombreuses renégociations qui ont impliqué des surcoûts importants, avec ici finalement un exemple qui centralise toutes les difficultés qu'on peut avoir dans un contrat de délégation de service public, avec des problèmes initiaux de définition des besoins, des comportements potentiellement opportunistes de la part des opérateurs privés, et par-dessus ça, des interférences politiques, puisque avec des phénomènes de récupération finalement sur les enjeux qui sont associés à ces renégociations. Alors, en réalité, il y a deux visions différentes qu'on peut avoir des renégociations de ces contrats de service public. D'un côté, on a la vision négative, qui est celle qui est liée à l'opportunisme des parties au contrat. Alors l'opportunisme, il peut tout d'abord venir de la partie privée. Donc l'opérateur va renégocier ex post les conditions contractuelles de manière à augmenter son bénéfice. Ça peut se traduire par des hausses de tarifs ou une diminution des investissements réalisés. Qu'est-ce qui permet généralement, ce qui facilite finalement pour l'opérateur privé cette capacité à renégocier de manière opportuniste les contrats, eh bien c'est le fait qu'il dispose d'une triple asymétrie à son avantage, qui est une asymétrie à la fois d'expertise, d'information et de ressources. En effet, c'est lui qui a les compétences, et c'est généralement pour ça qu'on a fait appel à lui. Il a également une meilleure maîtrise de l'information, puisque c'est lui qui assure la gestion du service. Et très souvent, il dispose de ressources plus importantes que les autorités publiques avec lesquelles il contracte. Ce type de mécanisme, cette asymétrie d'information, elle va notamment donner lieu à ce qu'on appelle des phénomènes d'enchère agressive. C'est-à-dire que l'opérateur va volontairement soumettre au moment de l'appel d'offres une proposition très faible, mais parce que finalement il sait qu'il va pouvoir, une fois le contrat signé, en renégocier les termes. Et donc ici ça distord complètement l'efficacité des mécanismes d'appel d'offres, puisque ce qu'on risque de sélectionner, c'est pas le meilleur candidat, mais on risque de sélectionner le candidat qui est le plus confiant dans sa capacité à renégocier le service ex post. L'opportunisme n'est pas pour autant l'apanage des opérateurs privés. On a également des comportements opportunistes qui peuvent être mis en place par la partie publique. Notamment, il y a des travaux empiriques récents qui ont été menés en France dans le secteur du stationnement qui montrent que les contrats sont plus souvent renégociés à l'approche des élections. Et donc ici, on voit bien le comportement opportuniste, puisque ces renégociations qui peuvent entraîner des surcoûts, et ces surcoûts, finalement, ne seront pas intégralement supportés par l'équipe publique en place. Ils vont être en partie transférés à la charge des administrations futures. D'accord, les contrats publics, les contrats de délégation de service public sont souvent des contrats longs, donc ils peuvent durer 3, 4, 5 ans, mais il est également fréquent de trouver des contrats qui durent 10 ans, voire 20, 30 ans, plusieurs décennies. Et donc il est
quasiment inévitable d'être confronté à un moment ou à un autre à des événements qui ne sont pas prévus. On ne peut pas prévoir dans ces contrats toutes les contingences futures, c'est ce qu'on appelle des contrats incomplets, et donc il est indispensable et même nécessaire au bon fonctionnement de ces contrats de pouvoir les renégocier pour faire face à des événements qui n'avaient pas été prévus, pour pouvoir réadapter le design initial du contrat. Prenons l'exemple du secteur du stationnement, où les contrats de concession durent généralement une trentaine d'années. Il a bien fallu renégocier un moment pour pouvoir incorporer dans leur fonctionnement des améliorations techniques, comme le fait de pouvoir payer directement en carte bleue. Il a fallu renégocier les contrats pour permettre aux citoyens d'avoir un service de meilleure qualité. Donc la renégociation n'est pas forcément négative. Ce qui apparaît dans des travaux académiques récents, c'est qu'il semblerait exister finalement un taux de renégociation optimal. Donc dit autrement, ne pas du tout renégocier un contrat, c'est pas une bonne chose, et trop renégocier un contrat, c'est pas bon non plus. Et donc ça conforte assez bien l'idée que finalement un contrat, il doit réussir cet exercice délicat d'être à la fois suffisamment rigide pour engager réellement les parties et pour sécuriser la relation, mais dans le même temps il doit être suffisamment souple pour justement permettre de s'adapter aux évolutions inévitables de l'environnement économique. Les renégociations des contrats publics sont très souvent souhaitables pour s'adapter à l'environnement économique, ce qui pourrait finalement conduire à penser qu'il est opportun de mettre en place des contrats assez flexibles, qui peuvent se renégocier par la suite. Mais se présente le risque dans ces cas-là, si le contrat est trop flexible, d'avoir des comportements opportunistes de la part des parties pour essayer de tirer les conditions contractuelles à leurs avantages dans le cadre des renégociations. En réalité, pour que ces renégociations soient positives, il y a deux conditions qui sont essentielles. La première, c'est le besoin de compétences des autorités publiques. Il est absolument nécessaire que les autorités publiques soient compétentes de manière à comprendre l'information qui leur est fournie par le délégataire et de manière à avoir une vision englobante des enjeux techniques et économiques qui sont associés à la gestion de ce service. Cette expertise, elle est indispensable pour que le suivi des contrats et les négociations entre la partie publique et l'opérateur privé se fassent de manière, on va dire, équilibrée. Le deuxième aspect essentiel, c'est le besoin de transparence. Donc la transparence, c'est ce qui permet à toute personne de pouvoir s'assurer du respect de deux principes essentiels. Le principe de l'égalité de traitement, c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucune discrimination possible à toutes les étapes de la procédure, et le principe d'accès à l'information. C'est-à-dire qu'il doit être possible de savoir quels sont les besoins émis par les autorités publiques. Alors, cette transparence, elle est coûteuse à court terme, à la fois pour la puissance publique et pour les entreprises, puisqu'il faut rendre les informations disponibles. Mais ces coûts immédiats, ils pourraient être plus que compensés par les bénéfices. Et donc les bénéfices de la transparence, ils sont de deux natures. Tout d'abord, ça renforce l'effet concurrentiel. Si l'information est plus largement diffusée et disponible, eh bien, on va avoir plus d'entreprises qui vont répondre lors des appels d'offres, ce qui peut améliorer l'efficacité de la commande publique. Le deuxième élément important, c'est que la transparence, elle va finalement permettre de discipliner à la fois les opérateurs privés et la puissance publique. En effet, si on permet aux citoyens de pouvoir vérifier et assurer un suivi finalement de la manière dont sont attribués et renégociés les contrats, eh bien ça va agir finalement comme une incitation aux bonnes pratiques et limiter les comportements opportunistes à la fois des opérateurs privés et de la puissance publique. C'est aujourd'hui la direction qui est prise par les nouvelles directives, donc les directives européennes de 2014, qui considèrent qu'il est nécessaire de donner plus de place à la négociation des contrats et à la renégociation des contrats. Toutefois, si on veut que ces possibilités de renégociation plus grandes soient efficaces, il est indispensable que cela s'accompagne par davantage de compétences et davantage de transparence. Et c'est exactement le message qui a été donné par Stéphane Saucier et Jean Tirole dans une note récente rédigée pour le Conseil d'analyse économique en avril 2015.